Comme vous le savez, ça fait 3 jours qu'on vit la foire de Made in Comores en juin. Nous sommes à la 5e édition de la foire nationale, parce qu'il y a eu toutes des foires au niveau insulaire. Mais chaque année, on a prévu avoir des foires au niveau national. Malheureusement, on a été coupé par la Covid-19 depuis 2019. Donc c'est seulement en 2023, donc 4 ans après, que nous essayons de relancer cette foire Made in Comores qui a mobilisé beaucoup de monde, notamment les exposants. On a un peu plus de 45 exposants qui sont venus et surtout, ce qui a marqué, c'est le fait qu'il y a une mobilisation au niveau de la Grande Comore, d'Anjouan et de Mohéli. Donc pour nous, c'est déjà une très bonne chose. Le thème aujourd'hui a été choisi sur l'agroalimentaire, l'agro-entrepreneuriat. Vous savez que la Chambre de commerce aujourd'hui essaie de travailler, notamment à travers son incubateur, de pousser les jeunes qui ont des idées sur l'agriculture, sur l'entrepreneuriat de manière générale, mais à les accompagner sur la création de leur entreprise, sur comment gérer une entreprise, notamment agroalimentaire. Nous tenons aussi à souligner que depuis 2021, période à laquelle j'ai eu l'honneur de présider ces chambres de commerce, nous avons eu pas mal de partenariats avec les partenaires internationaux, dont le PNUD, l'Union européenne, l'AFD, qui s'en soient remerciés, qui nous ont confié des projets d'accompagnement des jeunes entrepreneurs, des jeunes qu'on doit initier dans l'entreprise, donc, et tous plus au niveau de l'agroalimentaire. Et je suis aujourd'hui, la 5e foire a été de montrer la capacité des jeunes Comoriens à s'investir dans l'entrepreneuriat, à s'investir dans l'agroalimentaire. Et je crois que les vidéos, les photos sont là, les images sont là pour illustrer ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un engouement, il y a un amour qui se crée des jeunes vers la terre, vers tout ce qui est transformation de produits agricoles. Et ça, il y a quelques années, parler d'agriculture, c'est comme c'était un peu démodé, c'était une connotation qui n'était pas aussi positive. Or, aujourd'hui, des jeunes de 24 à 30 ans se lancent dans cette aventure. Et vous voyez aujourd'hui, les résultats, c'est que nous avons des jus qui sont produits et transformés et mis en boîte. Vous avez des épices qui sont transformées et mises en sachet. Vous avez des huiles à base d'ylang, à base de coco, qui sont transformées en confiture, qui sont transformées en nappage pour la pâtisserie, qui sont transformées en huile de massage, de tout ce qui permet au corps de se relaxer. Et ça, je pense que c'est une victoire de la politique aujourd'hui prônée par les institutions qui sont sur place, dont le gouvernement, et surtout aussi l'Union des chambres de commerce qui ont investi, qui se sont impliqués dans l'accompagnement de ces jeunes entrepreneurs. Oui, pour le citoyen lambda, vous l'avez certainement entendu ou remarqué, les produits locaux sont plus chers en ce moment. Pourquoi, d'après vous? Écoutez, ça fait déjà, comme depuis 2021, on assiste, même depuis 2020, on assiste à des jeunes qui sont lancés. Parlons du moringa, parlons des jus qui sont fabriqués notamment en juin. Mais est-ce que vous les voyez sur les marchés? On ne les voit pas sur le marché. Pourquoi? Parce que justement, la structure est manquante. Aujourd'hui, quand on veut commander des huiles essentielles, on ne les trouve nulle part, il faut les commander, mais il faut trouver aussi l'adresse de la personne. C'est ce que nous avons aujourd'hui, cette foire, à relever cette faiblesse qu'il y a au niveau de la chaîne de valeur. C'est la distribution est manquante. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, ils ne peuvent pas produire davantage parce qu'ils n'ont pas le marché. La demande n'y est pas parce que quand il y a demande, c'est parce que d'abord, il y a de l'offre. Et l'offre veut dire aussi qu'il doit y avoir des lieux pour exposer leurs produits. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, parmi les retombées de cette foire, c'est que l'UCCIA, la Chambre de commerce va proposer au gouvernement et les partenaires
au développement, de créer dans chaque île un village artisanal qui serait géré avec les mairies et les chambres de commerce de chaque île, de manière à ce que nous puissions prendre en consignation tous ces produits qui soient visibles, parce que rien ne peut s'acheter quand il n'est pas visible. Vous ne pouvez pas acheter quelque chose si là dans la vitrine, vous ne les voyez pas. Donc voilà un peu déjà un des résultats. Le second résultat, c'est que aujourd'hui, nous ne savons pas au niveau certification, au niveau santé, les produits, la contenance du produit, si elle est vraiment propre à la consommation, les conditions, la validité de ces produits. Donc tous ces trucs-là, ce sont des choses que l'État, l'administration publique, doit créer les moyens à ce qu'ils accompagnent ces jeunes entrepreneurs dans l'authenticité du produit, dans la traçabilité de ce produit, dans les conditions d'emballage, dans les conditions de conservation. Et tout ça, ça demande que l'État intervienne en ayant des institutions qui sont capables, dans chaque commune, dans chaque lieu où il y a une production, d'accompagner, de rassurer en fait le client que ce produit que je mange, que je bois, est bien, notamment, est bien produit à tel endroit, et puis qu'elle a été analysée, qu'elle a été certifiée, qu'elle est bonne à consommer. Nous y reviendrons justement sur cette question, mais justement, je saisis la balle au bon pour vous demander justement quelles sont les pratiques agricoles locales. Sont-elles respectueuses de l'environnement? On peut dire qu'elles sont respectueuses de l'environnement parce que nous n'utilisons pas beaucoup de sachets qui ne répondent pas à l'environnement. Aujourd'hui, quand on voit les packaging qui est utilisé, c'est des packaging qui répondent correctement. À la limite, je veux dire que par rapport aux produits importés, les produits locaux, c'est vraiment les produits bio qui n'ont aucun impact sur l'environnement, pas la santé, puisque je dis encore une fois que la santé, maintenant, il y a des institutions qui doivent être mises en place, il y a des laboratoires qui doivent être mis en place, mais tout cela, c'est les conditions d'assurance, de développement, de label Made in Congo que nous recherchons. Donc, et quand on voit un label Made in Congo, c'est-à-dire que derrière tout ça, toutes les conditions ont été réunies pour que ce produit soit présenté sur le marché, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Oui, alors quels sont les défis auxquels font face les entreprises locales justement dans l'agroalimentaire et l'agro-industrie que vous préconisez ou que vous souhaitez justement mettre en place? D'abord, les défis, c'est d'avoir une visibilité du marché. C'est ce qu'aujourd'hui l'Union des chambres de commerce essaie de travailler sur ça pour amener à avoir une certaine visibilité. De deux, c'est de lever toutes les contraintes pour que cette marchandise qui vient de là-haut, de l'arrière-pays, puisse accéder au marché facilement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons avoir de l'électricité pour la conservation, nous devons avoir de l'eau parce que la plupart de ces produits-là ont besoin d'eau. Ne serait-ce que même pour la terre, elle a besoin d'eau. Nous avons besoin de routes, parce que ces routes, s'ils sont bien faites, il est évident que la distribution se fait à temps. On n'a pas besoin de passer 2 heures de temps pour arriver sur le marché, mais au lieu de 2 heures, on fait une demi-heure. De deux, c'est que les coûts de transport vont baisser. Parce que quand on a une route qui est correcte, où on a besoin d'une demi-heure pour arriver, le coût n'est pas le même que lorsqu'on va mettre 1 heure pour y arriver. Le transport va coûter cher. Donc ce qui est valable même au niveau de l'intérieur, est valable au niveau de l'extérieur. Les problèmes des échanges entre les îles, c'est très important. Donc il faut lever un peu toutes les barrières qui font que les échanges ne se font pas. Parce que ce qui existe à Anjouan n'existait pas nécessairement à la Grande Comore. Ce qui existe à Moïli n'est pas nécessairement donc il y a dans chaque île a ses propres secrets, a ses produits spécifiques qui permettent donc d'échanger. Et je pense qu'à partir de là, ces échanges, si on arrive à lever un peu toutes ces barrières, les problèmes de taxes, quand on arrive au port pour aller dans un autre port au niveau du territoire national, il y a des taxes qui ne devraient pas exister. Or, aujourd'hui, ça existe, ce qui fait que les coûts sont très élevés. C'est ce qui explique, entre autres, les prix élevés des produits locaux. Mais à la différence des autres produits, c'est que nous sommes sûrs que nous consommons local et c'est frais parce que ce n'est pas des choses qui restent pendant des années ou pendant des mois avant d'être produits et consommés. Maintenant, c'est à nous d'assurer une très bonne distribution
et faire en sorte que les coûts soient moindres. Et les coûts soient moindres, ça appartient à l'État de lancer les bases, notamment les infrastructures de base, à savoir l'énergie, la route, l'eau. Vous avez vu que j'ai beaucoup insisté dans mon discours qu'on ne peut espérer un développement de nos entreprises locaux que lorsque les conditions se réunissent. Dans aucun pays, il y a eu développement quand il n'y a pas de route, quand il n'y a pas d'eau, quand il n'y a pas d'énergie. Oui, alors nous sommes à la 5e édition justement du Foire Made in Comore. Quelles sont les initiatives en cours pour promouvoir le Made in Comore et soutenir les entreprises locales? C'est déjà ça. C'est une forme de promotion, c'est la connaissance des produits, la connaissance des problèmes. N'oubliez pas que pendant ces 3 derniers jours, on a organisé des ateliers, donc des thématiques qui parlaient entre autres des investissements. Et nous avons eu l'Agence nationale de la promotion des investissements qui a animé cet atelier, qui a mobilisé beaucoup de gens, où il y a eu beaucoup de questions. C'est la connaissance déjà de ce qui existe, quels sont les outils qui peuvent accompagner, qui peuvent faire la promotion de nos entreprises locales. Il y a eu un atelier malheureusement qui n'a pas eu lieu pour différentes raisons. C'est sur le problème de la connectivité, notamment maritime. Vous savez souvent aussi que même si on a des unités de transformation, mais on a besoin de certaines matières premières de l'extérieur. Donc quand il y a un problème de lenteur, la baisse des fréquences des bateaux qui arrivent ici, c'est une rupture de la chaîne de production, et ce qui fait que quand il y a rupture, il y a des conséquences néfastes pour l'entreprise. C'est l'arrêt de la machine, c'est aussi des coûts, puisqu'il faut payer quand même des gens qui n'ont pas de leur... Ce n'est pas de leur faute s'ils n'ont pas travaillé, la journée doit être comptée, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a le problème de la norme, la normalisation de ces produits, la certification. Donc ce qui veut dire que le pays doit être muni de laboratoires pour certifier que le produit est propre à la consommation. Nous sommes dans les normes, on respecte les normes internationales où on est certifié. On peut exporter. C'est le cas aujourd'hui pour les produits tels que la vanille et l'ilang-ilang. La certification se fait au niveau de l'extérieur, mais cette certification permet aujourd'hui à ce que l'ilang-ilang puisse être exporté et la vanille être exportée. Donc ce qui est valable avec les cultures de rente doit être tout doucement réfléchir à ce que les conditions soient réunies pour que n'importe qui aujourd'hui peut se permettre d'exporter, ne serait-ce qu'au niveau de la région. Nous avons la pêche, nous avons une mer extraordinaire, mais tant que nous n'avons pas les certificats phytosanitaires avec les conditions de pouvoir exporter vers un pays comme la Réunion qui est juste à côté, comme Maurice, parce que même si nous avons la mer dans nos îles, mais il y a des spécificités, nous sommes le seul pays aujourd'hui au niveau de l'océan Indien qui peut avoir facilement des langoustes. Parce que dans le Seychelles, la Réunion, etc., il faut aller très loin pour aller trouver des langoustes. Or ici, c'est à quelques pas de la mer pour pouvoir trouver ces langoustes. Donc vous voyez, il y a des conditions préalables pour qu'on puisse réellement connaître un essor du développement de l'économie du pays à travers les conditions. Il y a des conditions qu'on doit mettre en œuvre, et ces conditions-là, on fait un plaidoyer, on dit à l'État que c'est important. On peut parler, on peut bien, les discours, on veut développer, on veut exporter, mais attention, faisons un petit recul. Quelles sont les conditions nécessaires pour que justement on puisse rêver, on puisse réaliser ce rêve que tant de pays ont pu y arriver, notamment nos pays voisins. Moi j'ai vu que l'État a été généreusement représenté lors de la cérémonie d'ouverture et il continue. Qu'est-ce que vous avez reçu concrètement comme engagement de l'État justement pour l'accompagnement du Made in Comore? En fait, l'engagement de l'État, c'est de pouvoir d'accepter que l'économie d'un pays, ça commence par les nationaux. Moi, je pense que déjà, c'est un engagement que de se faire, et je pense que le discours du président a été clair. C'est qu'aujourd'hui, l'économie, le secteur privé comorien constitue le poumon de l'économie comorienne. Donc, c'est un discours. Mais maintenant, je ne peux pas demander au président d'exécuter ce qu'il a dit. C'est son administration, c'est son staff, avec les partenaires tels que l'Union des chambres de commerce, de dire, traduisons ce qui a été dit en discours en réalité. Donc soyons pragmatiques. Tout ce que j'appelle, c'est qu'aujourd'hui, le discours du président, c'est une très bonne chose parce que c'est un engagement qu'il donne,
mais le reste revient à son administration de pouvoir mettre en œuvre, avec bien sûr le concours du secteur privé et l'Union des chambres de commerce, de pouvoir traduire ce discours en réalité. Par rapport à la précédente édition, cette édition, vous le qualifierez comment? Une réussite ou demi-échec, échec? Non, je dirais que c'est une réussite. Si vous me demandez comment l'évaluer, je dirais que c'est une réussite à 60%. Parce que d'abord, comme vous le dites, les conditions dans lesquelles nous avons organisé cette foire, c'est une foire qui devrait commencer depuis le mois de décembre, mais il y a eu tellement d'aléas qui ont fait que nous avons repoussé. On devait le faire en février, au début du mois de février, mais lorsqu'on a lancé même les dates, donc tout le monde était mobilisé pour cette date-là, y compris les exposants. Il y a eu des gens qui avaient déjà acheté des billets, mais le président a tenu absolument à y être, mais son agenda n'a pas permis à ce qu'on tienne ces dates à la première semaine. Donc il a fallu que nous attendions, c'était un peu le suspense. C'est à moins d'une semaine que nous avons su qu'en fait le président propose à ce que le lancement soit fait le 25. Donc vous voyez un peu, c'est un peu dans des conditions un peu difficiles, mais je dirais que le comité qui était en charge de cette organisation a travaillé jour et nuit. Que ce soit, ces comités étaient composés des chambres de commerce de Ngazidja, d'Anjouan et de Moélie, qui ont travaillé d'arrache-pied, même à la veille même, ils ont travaillé jour et nuit. Il y a certains qui n'ont pas dormi pour que nous ayons ce beau spectacle. Et notamment, le résultat, c'est les exposants. Une fois qu'il n'y a pas d'exposants, ce n'est pas une fois. Eh bien, aujourd'hui, pour moi, je pense que le pari a été réussi, puisque nous avons un peu plus de 45 exposants qui ont pris part à cette. Combien que vous y attendiez justement? Déjà, on nous avait pas. Aujourd'hui, il y a des attestations qui sont destinées à 70 exposants. Donc, aujourd'hui, quand je dis 45, c'est en regardant les stands. Mais peut-être qu'on est arrivé à cela, puisque vous voyez au milieu, je n'ai pas compté puisqu'il n'y a pas de stand. Mais il y a en fait, ces exposants qui sont là. Donc, je peux dire qu'on a même atteint les 70. Si on veut compter les petites tables qui sont là, que je ne considère pas, je considère beaucoup plus les stands où il y avait un volume. Donc, pour moi, je pense que tout le monde a répondu. Il y a eu une forte mobilisation du secteur artisanal, aussi bien en Anjouan, à Moélie qu'à la Grande Comore. Donc je pense que la réussite vient à eux qui ont compris qu'ils doivent absolument à chaque fois exposer leurs produits pour en fait devenir des vrais entrepreneurs, parce qu'un entrepreneur qui ne vend pas n'est pas un entrepreneur. Merci, Monsieur le Président. Parce que nous, on ne savait pas. Je connais le monsieur, mais je ne savais pas quel était ses talents. Donc il m'a dit hier que voilà, j'ai fait une surprise, j'avais prévenu le maire que je ferais une surprise, et il nous a montré cette maquette qui est exactement la maquette de la mairie, très bien fait, avec des matériaux assez solides, donc c'est vraiment un plaisir. C'est la première fois qu'on a un travail de ce type, et je suis sûr que le maire sera très content. Et voilà, donc nous avons dans nos bureaux une œuvre d'un monsieur qui a montré qu'il a l'amour de son travail, qu'il a l'amour de sa ville. Et c'est une très bonne chose et vraiment je le remercie infiniment. Qu'est-ce que vous allez en faire? On va te l'offrir. Non, j'exagère, on va le laisser là. Comme ça, tous les gens qui viennent, ils doivent savoir qui l'a fait, comment ça a été fait. Et j'espère que ça va aussi amener les autres à créer. Voilà. Je pense que l'importance d'une œuvre comme ça, c'est montrer qu'il est possible de faire des choses. Et puis voilà, les autres vont s'inspirer. D'accord. Aujourd'hui, fermeture de la 5e édition de Made in Comore. Premièrement, qu'est-ce que ça apporte de plus à l'activité de la commune? D'abord, ça fait connaître la ville. Ça fait venir des gens des autres îles et des autres villes à Mpsamodou. Pour nous, c'est un honneur quand même. C'est très important. Vous savez que dans le monde d'aujourd'hui, les villes sont des lieux importants. Ce sont les villes qui portent l'image des pays. Vous savez, quand on parle du Brésil, on parle du festival de Rio, d'accord? Ainsi de suite, je vais vous mettre plein d'exemples comme ça. Donc les villes aujourd'hui se battent pour porter des événements. Donc c'est un honneur et un plaisir quand une ville accueille un événement comme ça. Et puis par ailleurs, nous au niveau de la mairie, on se bat vraiment
pour que la mairie devienne, enfin, la commune de Moutsamoudou devienne une ville phare, attrayante, qui fait venir des gens. Et cela veut dire qu'il faut des activités comme cela, il faut des événements. C'est pour ça qu'on organise par exemple la semaine de la culture, etc. C'est pour ça qu'on se bat pour qu'il y ait des espaces. Vous avez entendu là qu'on se bat pour que la place d'Odin soit aménagée. On se bat pour que la place derrière le stade soit aménagée. Parce qu'on veut vraiment offrir des espaces pour que les gens puissent venir organiser des événements comme ça. Cette 5e édition, c'est en plus à votre calendrier de la culture? Ah oui, oui, c'est en plus. Et surtout, ça nous a permis d'entrer en contact direct avec des décideurs pour leur parler de nos projets au niveau communal. Et je pense que la connexion des deux est une chance pour que les nôtres puissent se réaliser. Merci beaucoup.